20h sur la magie de la télé. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'édition du soir. Au sommaire de cette édition, le Sénégal renforce ses capacités de secours. Le pays a lancé ce lundi l'exercice national de recherche et de sauvetage d'Axar 2025, un test grandeur nature pour évaluer la coordination et la réactivité des forces de défense, des services de secours et de leurs partenaires face aux urgences aériennes et maritimes. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et la pêche sous tension, secteur vital pour l'économie et la sécurité alimentaire. La pêche sénégalaise fait face à une pression persistante, retrait de licences, surveillance accrue, les mesures se multiplient, mais les défis restent entiers. Un reportage de Ndella Ndiaye à suivre dans un instant. Et puis dans le Waalo, l'écoulement du riz local reste un défi malgré le gel des importations. Les stocks sont importants et la demande faible, accentuée par la concurrence du riz importé, fragilisant les producteurs. Mais à Dakar, le riz local gagne du terrain, soutenu par les politiques publiques, relançant le débat sur la souveraineté alimentaire et le consommé local. Et pour le reportage du jour, la fraîcheur ravive les senteurs de la capitale. Le commerce de l'encens connaît un vrai regain dans les quartiers dakarois, produits locaux ou importés. Tout se vend au grand bonheur des commerçants en cette période propice. À suivre avec le reportage de Ndeye Fatou Diop. À part ceci, nous parlerons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames, messieurs et merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 24 novembre 2025. Démarrons l'édition du soir. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est entretenu aujourd'hui à Luanda, en Angola, avec son homologue de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Cet entretien a permis d'aborder le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que des liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. Les deux chefs d'État ont également échangé sur les grands défis et enjeux du continent dans une perspective de concertation et de coordination entre les pays africains. Et puis, le Sénégal a officiellement lancé l'édition 2025 de son exercice national de recherche et de sauvetage dénommé d'Axar 2025 ce lundi 24 novembre. Cet exercice d'envergure nationale vise précisément à tester et à améliorer les capacités de réaction, la coordination et les procédures opérationnelles de différentes entités face à des situations d'urgence aérienne et maritime. À ce propos, écoutons Diagabas, directeur général de l'ANACIM, et le colonel à la retraite Amadou Bachir Mbouch, directeur de l'exercice. Il s'agit donc ici de tester nos procédures en matière de recherche et de sauvetage. Et il y aura un crash d'avion dans une zone, dans une localité du Sénégal, et nous allons voir comment toutes les entités interagissent et voir de façon opérationnelle est-ce que nos procédures sont assez matures. Il s'agit également de tester nos moyens, de voir tout ce qui intervient en cas de crash, d'accident, si les procédures que nous avons déterminées sont efficaces. Le règlement aéronautique du Sénégal 12. Donc l'article 3 de l'annexe 12 qu'on a transposé dans notre réglementation nationale dispose que le Sénégal doit faire des exercices tous les 2 ans. C'est devenu une norme. Comme vous le savez, l'OACI audite les États. Et tout récemment, du 27 au 29 octobre 2025, le Sénégal a subi un audit dans le domaine ANS, Service de navigation aérienne, y compris le SAR, donc la recherche et le sauvetage. Il y aura d'importants moyens logistiques déjà, parce que l'armée de l'air va déployer autant d'avions qu'il le faudra, parce qu'on ne sait pas encore je ne vais pas dévoiler l'exercice, vous comprendrez pourquoi, mais si les recherches sont compliquées, ils déploieront
autant d'aéronefs qu'il faut. La marine également est impliquée dans les recherches, et de même que les unités au sol. Voilà, donc pour les moyens matériels, je pense qu'il y aura d'importants moyens qui seront déployés, que ce soit des avions, des bateaux, des voitures et du personnel au sol. À l'instant, parlons de la pêche sénégalaise, un secteur économique crucial soutenant la sécurité alimentaire et l'emploi des centaines de milliers de personnes. Le Sénégal et la Mauritanie ont renouvelé les accords de pêche qui lient les deux pays. Une aubaine pour les acteurs du secteur. Cependant, les menaces et les défis de la pêche demeurent toujours. Un reportage de Ndélen Ndiaye. Le Sénégal et la Mauritanie ont reconduit leur protocole d'accord de pêche à compter de ce 13 novembre 2025, après l'expiration d'une prorogation exceptionnelle de 2 mois, une mesure saluée par les acteurs du secteur. Aujourd'hui est procédé à la remise de 500 licences aux pêcheurs de la région de Saint-Louis à travers un protocole d'accord entre l'État du Sénégal et l'État islamique de la Mauritanie. Ce protocole intervient donc à chaque année où les deux États signent cet accord pour permettre aux pêcheurs d'aller pêcher dans des eaux mauritaniennes sans aucune difficulté. Il faut le rappeler que donc la manne financière qui amende de cet accord est de 350 000 € avec une tonnage globale de 50 000 tonnes par an. D'un autre côté, la rupture des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne a déjà fait un an sans aucune nouvelle disposition. Mais selon Ibrahim Mar, coordinateur des réseaux nationaux des CLPA, il faut penser à renégocier le contrat. L'Union européenne n'a jamais quitté le Sénégal parce que celui qui quitte le Sénégal et s'installe en Mauritanie, celui qui quitte le Sénégal et s'installe en Gambie, on dirait que tu n'as pas quitté le Sénégal parce qu'entre la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, c'est un même pays. Et là où le poisson passe, il n'a pas de frontières. Il se débarque du Maroc, passant par la Mauritanie, à travers le Sénégal et passe par la Gambie pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la même mer, c'est les mêmes pirogues et c'est les mêmes zones de pêche pour l'Union européenne. Donc, pour moi, l'avantage est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces accords avec l'Union européenne et toutes les deux parties y gagnent. Le secteur de la pêche au Sénégal fait face à des défis majeurs, comme nous liste Omar Dramé, secrétaire national des travailleurs de la pêche au Sénégal. Le secteur de la pêche est confronté aujourd'hui à des difficultés accentuées par la raréfaction des produits halieutiques. Cela s'explique par plusieurs raisons. On peut citer entre autres la capture des poissons juvéniles, les conditions climatiques, des difficultés liées à la surveillance, des repos biologiques non respectés par les pêcheurs, l'inclusion donc des pêcheurs dans les zones aménagées au niveau des zones marines protégées. Et véritablement, le département ministériel, conscient de ces difficultés, est en train de mettre en œuvre des solutions durables pour que donc nos eaux puissent retrouver son lustre d'antan. Et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la pêche, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS, a tenu une rencontre à Kayar pour faire le bilan de l'association, mais aussi exposer ses doléances, parmi elles les licences de pêche, les bateaux industriels, mais aussi la demande de retrait des navires à 12-24 km des côtes sénégalaises. À ce propos, écoutons le président de l'UNAPAS, Macoumba Dieye, au micro de Abdoulaye Dieye. 122 navires non nekk xam ci géeju Sénégal defi napp 110 yeux. 122 navires pêchent dans la mer du Sénégal et 110 d'entre eux ne sont pas conformes car ils détruisent l'écosystème et empêchent les petits poissons de se développer. Même les pays développés interdisent ces navires qui pratiquent la pêche illégale dans leur mer. Donc, si l'État veut aider les pêcheurs, il doit à tout prix interdire ces bateaux de pêcher le long des côtes sénégalaises. Ce régime en place nous avait promis de régler ce problème dès son accession au pouvoir. Mais jusqu'à présent, nous attendons la réalisation. En tout cas, la demande reste la même pour les pêcheurs. Nous demandons que les bateaux soient déplacés de 12 km à 24 km. Le pays nous appartient et nous avons, comme tous les citoyens, l'ambition de rester ici, de travailler et de servir notre pays.
Mais pour ce faire, il faut que l'État accompagne le secteur et les acteurs. Nous souffrons également avec les bateaux industriels dont les doléances sont nombreuses et nous souhaitons que l'État respecte ses engagements pour assainir le secteur. À l'instant, parlons d'autre chose. L'écoulement du riz de la vallée du fleuve Sénégal reste un défi majeur pour les producteurs rizicoles du Waalo, malgré la décision de l'État de geler l'importation du riz. Les magasins sont toujours remplis selon Farid Tayag. Cette décision est due à plusieurs facteurs, notamment la faible demande locale et la concurrence avec le riz importé. Cette situation affecte la solvabilité des acteurs et freine la préparation de la contre-saison, estime la présidente du GIE, Yaye Aram Bakar Mbouch de Ndombo Sindiri. Elle essaie d'exprimer au micro de Aziz Diop. Alhamdulillah, maa ngi yëngu nag ci chaîne de valeur. Di bay di transformer. wax dëgg yàlla di si gis nag suñu bopp bu baax ndax. Je remercie le Très-Haut. Moi, je suis paysanne. Je suis dans la culture du riz et également je fais la transformation. Franchement, c'est une activité qui nous permet de gagner notre vie. Et en plus, le riz de la vallée est un bon riz, surtout bon pour la santé parce qu'il est facile à digérer. Il n'y a pas trop de sucre. Il nous permet également d'éviter la colopathie. Et nous appelons tout le monde à respecter l'appel du président, c'est-à-dire à faire le consommer local. C'est vrai que nous avons de difficultés avec notre activité, surtout à vendre, parce que c'est l'importé des fois qui nous bloque. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, la population a mieux compris que le riz de la vallée est un bon riz. Acheter le riz de la vallée, c'est participer à l'économie sénégalaise. Nous vendons, alhamdoulilah, mais nous voulons plus d'implication de la population. Et parlons toujours du riz de la vallée, porté par une politique de gel des importations et par l'engagement des associations de consommateurs. Le riz local s'installe durablement dans les habitudes alimentaires des Dakarois, une évolution qui relance le débat sur la souveraineté alimentaire et la nécessité d'une communication renforcée autour du consommé local. N'est-ce pas, Abdoulaye Ndiaye? Aujourd'hui, force est de constater que le riz local connaît une consommation croissante, notamment à Dakar. Pour les associations de consommateurs, cette évolution résulte d'une décision stratégique de l'État, incarnée par le ministère du Commerce, qui a gelé les importations pour permettre aux producteurs locaux de mieux écouler leurs produits et ainsi soutenir l'agriculture nationale. Constatant qu'une mévente au niveau des zones de production, parce que le riz importé coûtant moins cher, beaucoup de Sénégalais ignorent encore le riz local. C'est pourquoi la stratégie qui a été mise en place par le ministère du Commerce, c'est d'indexer les importations sur l'achat du riz local. Donc toute importation est suspendue jusqu'à écoulement total du riz local. Selon Mohamed Sissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, la qualité du riz local mérite d'être soulignée. Il affirme que le riz produit localement est bien plus facile à digérer que celui importé, une caractéristique qui, selon lui, devrait encourager sa consommation. Parce que je l'ai dit tantôt, beaucoup de Sénégalais consomment le riz importé, alors que le riz local est facile pour la digestion. Et ça permet aussi aux producteurs de pouvoir se développer et d'assurer une souveraineté alimentaire. Consommer local, un slogan que l'on entend souvent, mais qui peine à se concrétiser pleinement dans les habitudes des Sénégalais. C'est pourquoi il invite les autorités en charge de ce secteur à intensifier la communication autour de cette démarche, afin que la souveraineté alimentaire ne soit plus simplement un slogan, mais bien une réalité tangible et accessible à tous. L'agence de régulation de marché doit veiller à ce que les commerçants aillent chercher le riz de qualité là où il se trouve à travers le Sénégal. Et aux commerçants d'assurer la distribution au-delà des centres urbains, mais à travers le marché national, pour que tous les consommateurs sénégalais puissent
s'approprier ce riz-là afin que la souveraineté alimentaire et produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons ne soit plus un slogan. Dans cette dynamique, il devient crucial de créer un véritable écosystème autour du riz local, de la production à la consommation, une véritable stratégie de communication et de sensibilisation alliée à un soutien constant aux producteurs pourrait permettre à la souveraineté alimentaire de se matérialiser sur le terrain, faisant ainsi de la consommation locale un choix naturel et durable pour les Sénégalais. Et puis, pour accompagner les producteurs de bananes, le gouvernement avait pris la décision d'interdire l'importation de la banane, une mesure qui a permis la commercialisation de 23 000 tonnes de bananes pour une valeur de 9 milliards. Seulement, le gel de l'importation de bananes prend fin dans quelques jours et les producteurs veulent une prolongation de 3 mois. Ils l'ont fait savoir au directeur général de l'Agence de régulation des marchés qui a été en tournée dans les périmètres bananiers de la région. Explication Amadou Diallo. Importation de bananes à Tambacounda, les producteurs veulent une prolongation de la mesure vu les efforts consentis pour répondre aux exigences des autorités. Moi, je m'appelle Alcéne Diallo, un producteur de bananes qui réside ici à Tambacounda. Le site qu'on vient de visiter, c'est 200 hectares. On a plus de 800 employés. On veut qu'on augmente un autre 3 mois parce qu'il y a beaucoup de production. On a tous les moyens de satisfaire les clientèles. Quand j'ai tout à près de 500 hectares, il y avait plusieurs sites, mais le site là où nous sommes ici, c'est 200 hectares. 200 hectares. Il y a une 300 hectares, il y a d'autres 300 hectares dans les autres côtés. La production, chaque année 12 000 à 13 000 tonnes. Durant ces 3 mois, 23 000 tonnes de bananes ont été produites pour un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs CFA. Et le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, qui a été en tournée dans les plantations de bananes, salue ainsi l'engagement et la détermination des producteurs. L'évaluation a montré que après 10 semaines de gel des importations, ou bien les producteurs ont pu livrer à moins de 23 000 tonnes de bananes au niveau national. 23 000 tonnes estimées à une valeur à moins de 9 milliards de francs CFA injectées au niveau des producteurs. C'est-à-dire que cette mesure véritablement a eu des répercussions très positives en termes de création de revenus au niveau des petits producteurs, en termes aussi de consolidation des acquis, de sécurisation des emplois. Nous avons l'avantage comparatif de produire de la banane et d'autres produits similaires. Le président de l'interprofession de la banane et l'ensemble des acteurs attendent ainsi une réponse favorable des autorités afin de les permettre d'écouler leur production. C'était la correspondance de Amadou Diallo depuis Tambacounda. Et puis la scène politique sénégalaise est dominée depuis plusieurs jours par les tensions grandissantes entre le parti PASTEF et la coalition Diomaye Président. Même si les avis divergent, la plupart des Sénégalais rencontrés doutent fort que la coalition autour du président puisse faire le poids devant le parti PASTEF en cas de confrontation électorale. Un reportage signé Amsatou Gano. Et accélère la cadence une semaine après sa désignation comme nouvelle superviseure générale de la coalition Diomaye Président. En effet, elle a publié mercredi 19 novembre la liste des 213 partis et mouvements à avoir déjà signé la déclaration d'engagement dans cette nouvelle coalition présidentielle élargie. Néanmoins, les Sénégalais estiment qu'elle ne peut pas faire face au parti PASTEF dans une éventuelle élection en cas de rupture du tandem Diomaye-Sonko. S'il y avait une rupture du tandem Sonko-Diomaye et qu'ils devaient s'affronter lors d'une élection, la coalition Diomaye ne pourrait jamais rivaliser avec celle du PASTEF, ni même gagner. Car s'il est devenu président aujourd'hui, c'est grâce à une coalition dirigée par le parti PASTEF. Idem pour la nouvelle coalition en gestation autour de Mimi Touré. Ce jeune homme rencontré vers Garage Copé se livre à cœur ouvert. D'après lui, le Terra Meeting qui avait eu lieu le 8 novembre était un simple prétexte pour Ousmane Sonko de peser sa force. Une rupture n'arrangerait pas Diomaye, car Ousmane Sonko est plus populaire que lui. La preuve, lors du Terra Meeting, le Premier ministre a démontré sa force à travers la mobilisation. D'après Kabirou Diakhaté, l'un ne peut battre l'autre.
L'un ne peut battre l'autre et même s'ils font bloc, ils ne parviendront pas à battre leur adversaire car ils n'ont pas toujours réussi à régler la demande sociale. Alors que le camp de l'ancienne première ministre poursuit sereinement ses activités politiques marquées notamment par des rencontres de nouveaux membres et l'adhésion de nouveaux mouvements issus de l'opposition, plusieurs responsables du PASTEF y voient une rupture nette avec les fondements éthiques et politiques de la coalition initiale. Et pour le reportage du jour, je vous le disais en titre, mesdames, messieurs, en cette période de fraîcheur, le commerce de l'encens reprend vigueur dans les quartiers dakarois. Entre produits locaux et importés, les vendeurs assurent que les clients achètent sans distinction, dopant ainsi le revenu saisonnier, un marché aromatique qui prospère comme l'ont constaté sur le terrain Ndaifatou Diop et Boubacar Diagne. Cette période de fraîcheur qui s'installe à Dakar, un parfum particulier flotte dans l'air, celui des encens. Dans les marchés comme dans les quartiers, les vendeurs d'encens voient leurs activités prendre un nouveau souffle. Nous en avons rencontré 3 qui confirment tous la même tendance. Le business marche très bien. Ça dépend des périodes, mais on peut dire qu'il est plus facile pour nous de vendre nos produits en cette période de fraîcheur. S'il s'agit des encens, je peux dire que c'est en cette période que ça se vend le mieux. Selon eux, les clients ne font plus vraiment la différence entre encens importés et encens locaux. Les deux se vendent aussi bien l'un que l'autre. Certains consommateurs restent attachés aux encens traditionnels sénégalais, réputés pour leur odeur plus douce et plus naturelle, tandis que d'autres se tournent vers les produits importés, souvent présentés comme plus parfumés ou plus durables. Mais une chose reste certaine, avec la fraîcheur, la demande explose. Les familles utilisent davantage l'encens pour réchauffer l'atmosphère, purifier les pièces ou tout simplement créer une ambiance plus agréable à la maison. Les vendeurs interrogés confient qu'à cette période, les revenus peuvent presque doubler. Parce que en période de fraîcheur, les encens marchent bien, de même que les parfums de chambre, contrairement à la période de chaleur. Les encens importés sont plus utilisés et selon les femmes, l'odeur dure plus longtemps. Pour les encens locaux, l'odeur disparaît très vite. Ça dépend, parce que ça dépend, chacun fait son choix. Certains préfèrent les encens importés, d'autres ceux qui sont fabriqués ici. VIP, genre mais c'est de utiliser. Dans leurs étals, on retrouve une large gamme, chouraï local, chouraï importé et mélange aromatique. Un marché diversifié, dynamique où chacun trouve son compte. Pour les encens que vous voyez, nous les fabriquons ici, par nous-mêmes. Tout ce que vous voyez sont des encens importés et nous avons toutes sortes, sans exception. Malgré la concurrence, les vendeurs restent optimistes. Pour eux, tant que la saison fraîche dure et que les habitudes sociales perdurent, l'encens restera un produit indispensable dans les foyers sénégalais. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. D'abord, en Israël, des sanctions ont été prises après une enquête demandée par le chef d'état-major. L'armée israélienne a annoncé le limogeage de 3 généraux à des postes clés le 7 octobre 2023 et des sanctions disciplinaires contre plusieurs autres à cause de leur échec à empêcher l'attaque du Hamas. Selon le communiqué de l'armée, les 3 hommes portent chacun une responsabilité personnelle dans l'échec de l'institution militaire à avoir venir et repousser l'attaque lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas à partir de la bande de Gaza sur le site d'Israël le 7 octobre 2023. Et au Mali, 82 citernes de carburant sont arrivées le 22 novembre 2025 à Bamako. Elles ont été offertes et convoyées par le Niger. Saluée par les autorités maliennes de transition, cette contribution est d'abord très concrète alors que le génime lié à Al-Qaïda soumet le pays à un embargo sur les importations de carburant. Elle est aussi très symbolique. C'est la première opération face à ce blocus djihadiste mené à l'échelle de l'Alliance des États du Sahel. Et mesdames et messieurs, cette partie met fin à l'édition du soir. Merci de l'avoir suivi.